Chers collègues, nous allons commencer la séance. Il y a eu un petit problème technique, ce qui fait qu'on va inverser une communication. Et donc, je remercie d'emblée Jacques Hubert d'accepter de passer un peu plus tôt pour que ensuite Pierre Connor passera un de ses films à la fin, parce qu'on a un problème technique entre PC et Mac. C'est un grand classique. Donc, je donne la parole à notre secrétaire général, Philippe Breil, pour le procès-verbal de la séance de la semaine dernière. Pas général, annuel. Annuel. Ah, on ne va pas prendre la place d'Henri. Bon, c'est une des séances les plus importantes de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler d'urologie. C'est la raison pour laquelle ce résumé, à la demande du président, sera réduit à sa plus simple expression. Nous avons parlé de chirurgie endocrinienne il y a 8 jours, une première étude de Muriel Matonnet, une étude de santé publique, où on a étudié le bien fondé des thyroïdectomies en France pour nodules, et on s'est aperçu dans cette étude que les recommandations de la Société française d'endocrinologie n'étaient pas respectées et qu'à la limite on devenait fautif lorsqu'on opérait un nodule thyroïdien qui s'avérait bénin à l'histologie. Deuxième communication, alors il y a eu plusieurs questions qu'on va édulcorer, que vous trouverez dans les comptes rendus officiels. Pour M. Christophe Trézalé, nous a parlé d'un problème pratique qui est la survenue d'une hypocalcémie après thyroïdectomie totale. C'est un problème qui est assez fréquent, qui survient dans 30 à 40% des thyroïdectomies totales, et il nous a indiqué que l'alpha-calcidol était une bonne façon d'améliorer le problème. Troisième communication, M. Antoine Ami nous a parlé de la prise en charge des métastases hépatiques des cancers différenciés de la thyroïde à propos de 14 cas qu'il a réunis à la force du poignet. Et c'est une étude très intéressante car très peu de ces cas sont publiés. Nous avons eu ensuite une communication de M. Éric Mallier sur les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles du pancréas, avec un message, un seul: lorsque la tumeur dépasse 1,65 cm, elle est supposée maligne jusqu'à preuve du contraire. Enfin, dernière communication, car M. Frédéric Sebag était enneigé et n'a pu faire sa communication sur les indications de l'imagerie préopératoire. Donc, grâce à l'enneigement, nous avons terminé avec M. Franck Binman, qui, à la surprise générale, nous a indiqué que l'approche mini-invasive en chirurgie thyroïdienne n'améliorait pas le résultat cosmétique et que la taille des incisions n'améliorait pas non plus le résultat cosmétique. Personnellement, je me suis souvenu à cette occasion de l'enseignement de Philippe Blondeau à la Croix Saint-Simon qui disait exactement la même chose dans les années 75. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire de séance. Alors, certes, l'urologie est très importante, mais la brièveté du procès-verbal était liée au fait que la séance va être très chargée, puisque on a, à propos du procès-verbal d'une séance précédente, Bernard Launois qui va faire une communication. Nous avons un invité étranger, le professeur Gao, et qu'ensuite nous aurons, lors de la séance plénière sur le thème de l'urologie, le tirage au sort de la commission pour la nomination des membres associés de l'Académie. Donc, si nous voulons pouvoir tenir tout cela dans l'horaire, il fallait être bref. Donc, je donne la parole à Bernard Launois à propos d'une intervention sur la séance qu'avait modérée Henri Bismuth. Bernard, 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, il m'est apparu nécessaire d'établir la réalité des faits, car Henri Bismuth avait la mémoire qui flanche, et pour cette raison, je me suis permis d'amener les faits. En effet, c'est le mardi 27 novembre 2007 qu'il y eut une séance commune à l'Académie nationale de chirurgie et à l'Académie nationale de médecine, avec la célébration de l'apparition du cinquantenaire de l'apparition de livre de Claude Quinault. À cette occasion, d'ailleurs, j'avais téléphoné à Claude Quinault, j'étais tombé sur son fils, et son fils m'avait dit: vous savez, mon père est très malade, il ne peut pas se déplacer. Et à ce moment-là, Claude Quinault avait pris le téléphone et très gentiment m'avait dit: oui, je regrette beaucoup, mais je suis malade, je ne peux pas venir. Donc c'est la dernière fois en plus que j'ai entendu Claude Quinault, qui allait mourir 6 mois plus tard. Alors, je me suis permis
d'afficher ici le texte exact que j'ai du mal à lire de biais. Est-ce que je peux l'avoir en entier sur l'ordinateur? Ça sera plus facile, parce que là, c'est difficile de le lire. Enfin, il était rappelé qu'en 1957 paraissait un livre intitulé « Le foie, étude anatomique et chirurgicale », que ce livre, qui était de recherche pure, avait été édité en français, et que dans ce livre paraissait non seulement la définition de la nouvelle segmentation hépatique, mais aussi de nouvelles interventions chirurgicales. Ce livre, d'emblée admiré, paraissait quand même très ésotérique, et les applications chirurgicales paraissaient utopiques. Et la seule technique qui a été adoptée a été bien sûr l'abaissement de la plaque hilaire, la technique de Hebb-Quinault, et les autres ont été appliquées beaucoup plus tard, c'est-à-dire la segmentectomie 1, segmentectomie 2, 3, 4, 6, la sectarectomie latérale droite, la sectarectomie paramédiane. Voilà donc ce texte, qui était donc écrit dans le bulletin de l'Académie de chirurgie, et qui se terminait par le fait que cet ouvrage, et c'est vrai, a donné plusieurs d'années d'avance à la chirurgie française. Et je crois que c'est un point important, et qu'au cours de la séance commune, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de chirurgie ont célébré ce cinquantenaire. Et j'ajoutais, puisque ce texte avait été écrit avant la séance, j'ajoutais que nous espérions qu'un grand nombre de collègues participeraient à cette séance qui présentera les avancées majeures de la chirurgie hépatobiliaire. Il est d'ailleurs remarquable que les progrès actuels des transplantations de foie partagées et avec donneurs vivants dérivent directement des recherches publiées dans cet ouvrage. Alors, pour le principe, et notamment pour nos amis étrangers, je dirais aussi en plus que la segmentation hépatique a quelque chose de très particulier. Ici, c'est le détail de la séance avec les différents exposés qui avaient été faits. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup d'avancées majeures, les indications de la transplantation hépatique en Europe, mais aussi la conférence de consensus de transplantation hépatique qui avait eu lieu à Lyon, les risques des hépatectomies par Jacques Belghetti, l'apport de la chimiothérapie dans le traitement des métastases hépatiques, et puis bien sûr les hépatectomies par abord célioscopique. Donc vraiment uniquement des travaux importants qui montraient bien les applications de la technique de Quinault. Alors, pour nos amis étrangers, je rappellerai qu'ils pourront s'en servir quand ils visiteront Paris. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la segmentation hépatique décrite par Quinault reproduit tout à fait la distribution des arrondissements de Paris autour de l'île de la Cité, et notamment le segment 1 est collé à la Seine, le segment 1. L'arrondissement, le premier arrondissement est collé à la Seine, comme le segment 1 est collé à la veine cave. Et vous voyez que vous avez le symbole de Paris qui illustre ce fait qui est quand même très particulier. Et personnellement, quand je veux connaître la distribution des arrondissements de Paris, je me repère plutôt à la segmentation hépatique, car j'oublie toujours la distribution des plans de Paris. Puis il y a une dernière chose, et c'est l'Académie de chirurgie qui est aussi à l'origine de ce fait. Il y a quelques années, je pense que c'était autour des années 2009-2010, il y a eu un appel téléphonique du Japon, disant « Nous sommes désolés, on sait que Claude Quinault est mort, mais on aimerait aller sur sa tombe. » Alors avec Constance Smith, on a cherché partout. Dans Paris, on n'a pas trouvé du tout le cimetière qui contenait la tombe de Claude Quinault, on a pensé à la Corse. J'ai appelé aussi tous les Quinault de France. Il n'y en avait qu'une qui connaissait Quinault, mais apparemment elle n'était pas en bon terme avec Claude Quinault.
Et puis un jour, surprise, il y a quelques mois seulement, Jacques Belghetti me dit, bah, ça y est, on a retrouvé la tombe. Elle est à Levallois-Perret et à l'occasion du congrès de chirurgie, on mettra une plaque sur sa tombe qui représente la segmentation hépatique. Alors, je n'ai pas pu y aller, mais enfin, vous voyez la photo de groupe qui a été faite à cette occasion. Et voici la tombe de Claude Cuinot avec cette plaque qui maintenant célèbre à jamais la découverte de Claude Cuinot concernant la segmentation hépatique. J'en ai fini, Monsieur le Président, je vous remercie.